l'honneur de t'accueillir, Sylvain. Tu es d'une constance incroyable et tu es un pilier, voilà, connu. Et donc, c'est extraordinaire de t'avoir ce soir. Voilà. Merci. Bonsoir à tous, et je vais tout d'abord vous présenter mes excuses parce que je m'enfuir comme un voleur pour 21h du fait de mes contraintes de transport pour rentrer à la maison, tout simplement. Et je vais vous demander aussi d'être indulgent, je ne vais pas faire de grands discours enflammés, sachant que je suis malade et qu'on n'est pas nombreux, on est plutôt en petit comité. De la même façon, je ne vais pas vous donner des raisons que vous connaissez déjà sur le fait que nous avons intérêt à prendre une part de contrôle sur les institutions, qu'elles soient au niveau national ou supranational. Nous sommes tous favorables au Frexit a priori, donc il n'y a pas besoin de vous expliquer pourquoi il faut qu'on en sorte. Nous sommes tous des pro-démocratie, nous sommes tous très hostiles à ce qui se passe au niveau géopolitique où la France, actuellement représentée par un usurpateur et un traître à la patrie, il faut dire ce qui est en train de nous enfoncer vers la voie de la guerre. Alors moi, c'est ça qui me préoccupe le plus, et c'est pour ça que justement je suis candidat aux élections européennes. Jean-Marc Fortanet, que je ne connais pas, je vous le dis de suite, m'a contacté pour me demander de me présenter sur une telle liste. Donc actuellement, je suis en train de voir au niveau de mes contacts pour trouver quelqu'un une femme en fait, tout simplement, qui puisse nous accompagner dans ce combat-là, puisqu'il faut créer une parité. Donc pour un mec qui est présent dans une liste, il faut trouver une femme et inversement. Donc voilà, c'est parti pour les européennes. Un certain nombre de personnes dans nos cercles dissidents considèrent que ça ne sert à rien, puisqu'effectivement les élections sont totalement viciées, dévoyées, dans un climat de censure et de propagande qui fait que des gens comme nous, normalement, n'auront aucune visibilité, sauf si l'on considère que dès lors qu'on est parti et qu'on n'a pas envie de le faire pour rien, on va bloquer les journalistes. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'être encore plus offensif que ce que l'on fait déjà, par exemple nous avec Vigimedia. On va avoir des candidats qui vont avoir besoin d'une fenêtre médiatique pour exister. Et ils seront bien candidats officiellement, dès lors que toute la paperasse administrative aura été complétée. Donc ces gens-là vont être censurés. Et contrairement à ce que font les partis souverainistes habituels, qui est de dire « Oh, regardez, ils sont méchants, ils nous censurent, ils nous maltraitent. Hein. » Et quand on dit à leurs leaders respectifs « Venez, nous on organise des manifs devant les médias, vous avez quand même tout à gagner à aller au-devant de l'ennemi directement et lui exiger des explications, forger une masse qui soit capable de le terrifier, et vous en avez les moyens, parce que quand on est des grands partis comme celui de Philippot ou Asselineau, ne me dites pas que ces gens-là n'ont pas les moyens de mobiliser plusieurs milliers de personnes en un même lieu et à une même date. Ils en sont capables. Pourtant, ils ne le font pas. La différence qu'il y a entre nous et des grandes structures politiques que l'on connaît bien, c'est que nous sommes des militants. Les gens que je vois là, je vous ai tous vus à un moment ou à un autre dans une manif. La majorité d'entre vous ne prétendrait jamais à être, élus quelque part. Et d'ailleurs, les quelques-uns d'entre nous qui s'engageons vers les élections européennes, c'est certainement pas parce qu'on a une volonté d'être élu, de prendre une place ou quelque chose comme ça, mais simplement parce qu'on a peut-être de bonnes raisons de se dire il faut qu'on fasse un pas supplémentaire, il y a urgence. Moi, ma seule urgence, elle est très claire, c'est la guerre. Je vois très bien que nos dirigeants nous amènent sur les sentiers d'une vraie déflagration mondiale, en violation même, non seulement de notre Constitution, mais de ce qu'on appelle les intérêts fondamentaux de la nation, qui sont codifiés par l'article 410.1 du Code pénal. C'est quoi ces fameux intérêts fondamentaux de la nation? Le premier d'entre eux, c'est l'indépendance nationale. Le second, c'est l'intégrité territoriale. Sous-entendu, nous devons préserver notre territoire national de tout danger, de tout péril militaire. Quand on va provoquer la Russie en envoyant des armes et des munitions à l'Ukraine totalement vassalisée par les États-Unis pour aller dézinguer des Russes, alliés de 2 guerres mondiales, qui sont une puissance de revers contre nos ennemis historiques. La France, si elle n'avait pas eu la Russie à 2 reprises
pour vaincre l'Allemagne, ne serait plus la France. Nous ne serions qu'une région allemande. Et il se trouve que la géographie est magnifique. Dans l'Eurasie, nous avons d'un côté la France, de l'autre la Russie, et au milieu, un ennemi séculaire qui s'appelle l'Allemagne. Cet ennemi, nous ne le tiendrons sous contrôle pour des siècles encore que si nous conservons nos bonnes relations avec la Russie. Voilà pourquoi De Gaulle considérait qu'il y avait toutes les bonnes raisons pour la France de maintenir des relations privilégiées avec ce pays, au-delà même du fait que nous sommes dépendants sur le plan des matières premières et notamment de l'énergie, que nous n'en produisons pas assez et que nous avons besoin de chercher différentes sources d'approvisionnement, et pour le coup, la Russie en est une majeure pour la France. Donc ces gens-là sont en train de détruire tous nos intérêts diplomatiques, économiques et même notre sécurité nationale pour le profit des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons contracté aucune alliance de quelque nature que ce soit avec l'Ukraine. Nous n'avons aucune raison de nous engager auprès de l'Ukraine. Et je vais même vous dire, nous violons même des traités que nous avons ratifiés à propos de ce conflit. Il y a une très vieille convention, les conventions de La Haye de 1907, qui portent sur les relations internationales, notamment dans le droit des conflits. Et dans l'une de ces conventions, il y a le statut des puissances neutres. Ce que les macronistes disent être pour la France. La France est un pays neutre dans ce conflit, quand bien même nous envoyons des armes, des munitions, nous passons des sanctions contre-productives. En fait, il se trouve que cette convention de La Haye, dans son article 4, précise qu'il est interdit pour une puissance neutre de former des combattants d'un État belligérant sur son propre sol. Nous formons actuellement, selon l'aveu même de nos autorités, plus de 6000 soldats ukrainiens, je crois que par mois. Nous n'arrêtons pas de former des soldats ukrainiens en violation de traités que nous avons ratifiés, en violation de notre Constitution, et ça ne dérange personne, ça n'alerte personne. L'histoire qui nous enseigne comment les deux guerres mondiales, qui sont des guerres d'un engrenage d'alliance, on pourrait se dire, on en a vécu 2, et même plus si on reprenait la guerre de Crimée. Nous avons vécu l'engrenage des alliances. Comment la France, qui au départ pouvait tout à fait échapper à des guerres, s'est enfoncée par l'imbécilité, l'idéologie, la trahison de nos dirigeants. On l'a vécu plusieurs fois. Et qu'est-ce que font nos dirigeants? Ils nous y ramènent. Et là, on a une fenêtre de tir pour essayer au moins de tenter de faire barrage à leur volonté de guerre contre la Russie. On va nous accuser, puisqu'effectivement on va être plein de petites listes souverainistes, en fait on vient disperser les voix, parce que d'un côté on va avoir la liste d'Asselineau, d'un autre côté on va avoir la liste Philippot, Pierre-Yves Rougeron, etc., plus les petites listes dont nous ferons partie, qui vont s'associer à tout ça. En fait, ces gens-là, on ne sera pas dans la dispersion des voix, parce que, d'une part, il n'y a pas de raison qu'on se batte entre nous. Deuxièmement, tout le monde va être censuré de la même manière. Et aucune liste n'a une seule chance d'être élue si on ne brise pas la barrière de la censure. Donc s'il y a une liste qui veut vraiment vaincre, se distinguer par rapport aux autres, ça va bien être sur le terrain que ça va se passer, et sur le terrain médiatique. On ne va pas être là à faire ce que font certains politiciens, à dire nous tendons la joue droite après s'être mangé une claque sur la joue gauche, à des journalistes qui sont totalement idéologisés, qui sont des militants politiques, qui roulent pour des intérêts prédateurs. Il faut absolument que ces gens-là, dès lors que nous avons officialisé nos candidatures et nos listes, que nous arrivions devant eux en disant « vous n'avez pas le droit de nous censurer, c'est terminé ». Et nous allons être de plus en plus nombreux. La difficulté que nous aurons, ça sera de mobiliser le maximum de nos réseaux, parce qu'une partie d'entre eux refuseront de jouer le jeu des élections européennes et des élections de façon générale, donc il va falloir les motiver, leur faire comprendre qu'il y a un intérêt à le faire, et il va falloir aussi s'assurer que nos troupes suivent, qu'on arrive à avoir des concertations. Donc je ne sais pas de quoi sera fait demain par rapport à ces enjeux-là. J'y prendrai ma part, j'espère qu'il y aura des gens qui seront motivés pour appuyer derrière. J'ai vraiment besoin de trouver une demoiselle
qui viennent jouer avec moi, puisque pour constituer cette liste paritaire, encore une fois, pour un homme, il faut une femme, et pour une femme, il faut un homme. Donc je ne prendrai pas de cruche, clairement. J'ai commencé à consulter des gens que je connais bien et dont je suis sûr de leur qualité. Mais voilà, vous pouvez aussi venir à moi si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Je vous remercie pour votre attention et puis je vais céder la parole au prochain. C'est toujours aussi magnifique, toujours aussi pointu, remarquable. C'est un plaisir de dans pas longtemps. On comprend tout ce que tu dis. Voilà, c'est simple et en même temps c'est très bien expliqué. Bravo, bravo. Demain, je travaille pas déjà. À Sylvain qui va partir bientôt, je crois. Ouais. Combien de temps toi, On peut pas lui poser quelques questions avant qu'il parte, puisqu'il part. Alors, J'ai jusqu'à 21h. Ouais, jusqu'à 21h. Ouais. 5 minutes. 5 minutes de questions. pardon, excuse-moi, tu as raison, merci. Donc, Garde-le. 10 plus 15, 10 minutes plus 5 minutes de questions de public. Qui a une question? Alors, Mais quelqu'un d'autre, j'ai mes lunettes, il verra son bébé là, il y a quelqu'un d'autre juste après. Vas-y. Oui, tu as commencé vers la fin une phrase en disant ça se jouera sur le terrain. Je pensais que tu dirais le terrain tout court, et tu as dit le terrain des médias. Le terrain des médias, en fait, on est pieds et poings liés devant le bon vouloir des médias à répercuter notre message. Et le message que je passais tout à l'heure, on était dans un petit bar, c'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Hein, à défaut, plutôt que d'aller pleurer après les médias, est-ce qu'on n'a pas intérêt à être suffisamment tôt et suffisamment sûr de notre message pour mobiliser les réseaux qu'on a partout en France, hein, partout on a des gens, hein, et là on n'a pas besoin d'être à attendre que les médias veuillent bien nous diffuser. En termes de militantisme, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de bonnes ou mauvaises actions, il n'y a que des bonnes actions à faire. Donc moi, de mon principe, et depuis le départ, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait être très offensif avec les médias et les assiéger. Les assiéger, c'est dire, voilà, nous sommes des milliers de personnes qui formons un réseau parce qu'on se connaît, parce qu'on est capable d'être coordonnés, de se contacter, mais aller assiéger directement ces médias collabos pour en fait faire peur aux journalistes, leur faire peur. Parce qu'ils aiment ça, les discours anxiogènes, ils aiment ça, censurer et dire « ayez peur de l'extrême droite, de la montée du populisme, du complotisme et tout ce que vous voudrez. Ayez la trouille. » Par contre, personne ne se dit « et si nous, on leur foutait la trouille ?» Est-ce que nous, on n'est pas capable, en étant plusieurs milliers face à leurs locaux, de leur foutre la trouille? Il suffit simplement de réfléchir et de se dire « moi, je suis à mon travail et un jour, je vois des milliers de gens qui me haïssent, qui sont à la sortie de mon boulot et qui m'attendent. Est-ce que vous croyez que vous allez être oh, ça va, zen, je vais passer au milieu de ces gens tranquilles, j'ai pas peur. » Mais bien sûr que vous allez vous chier dessus. Vous êtes humain. Et ces gens-là ne sont pas moins que nous. Ils sont humains et ils sont extrêmement veuls et lâches, en plus. Donc oui, je considère, je postule que la meilleure action que l'on puisse faire pour exister médiatiquement, c'est pas leur demander en chialant « s'il vous plaît, soyez gentils, donnez-nous quelques secondes de temps d'antenne ». Non, c'est on va venir vous prendre le temps d'antenne directement avec les dents et vous allez fermer vos gueules, vous allez juste obéir parce que vous allez vous chier dessus à l'idée que les gueux puissent vous faire du mal. On peut être très pacifique et très courtois dans les formes, dans les apparences, mais la motivation et la colère derrière est tout autre. Donc l'idée n'est pas d'aller chialer, l'idée c'est de se mobiliser et c'est peu importe les groupes qui se présentent aux élections. Le travail de terrain est une chose, c'est vrai, pour aller mobiliser les simples citoyens, faire de la pédagogie, c'est toujours utile. Il faut le faire des marchés, faire tout ça, c'est du militantisme à papa, comme on dit, mais ça marche aussi. Ça a son importance. Okay. Mais néanmoins, pour conclure là-dessus, pour avoir une portée réelle de masse et obtenir l'attention de milliers de gens qui ne connaissent pas, c'est pas du travail de tractage dans la rue ou du boitage, c'est pas ça, ça c'est trop marginal comme effet.
Ce qu'il nous faut, c'est directement de la visibilité médiatique. Donc il faut le faire. Ok Sylvain, moi je veux dire, effectivement, j'ai pratiqué démocratie réelle en 2014. On avait un droit médiatique, donc je réagis exactement comme Jean-Marc. Ils s'en censurent pas, hein, ils respectent leur calcul un peu bizarre du droit à la parole. Mais tu auras droit à un clip si tu arrives à formaliser tout cela. Ici, si tu veux, il y a également l'idée d'élection sans candidat ou de jugement majoritaire avec les réseaux, donc par Jean-Marc et d'autres réseaux. Donc on est sur une vision avec différents chapitres. Ton chapitre média et notre chapitre média, puisque je le considère comme le mien également, est un point hyper important. Le Frexit en est un autre, effectivement, c'est une réalité. Néanmoins, il faut réunir, rassembler. Donc l'idée que tu cherches une colistière ici t'exclut finalement de cette décision d'un jugement majoritaire, d'une élection sans candidat, d'un tirage au sort. Or, on est dans une vision démocratique. Donc, effectivement, à toi de voir, mais qu'est-ce que tu en penses? Voilà, merci. Le projet final, lorsqu'on reprendra le contrôle du pays, pour nous tous, c'est la démocratie, il n'y a pas de doute là-dessus, et tous ces mécanismes-là m'intéressent à titre personnel. J'ai déjà rédigé 3 modèles de constitution différentes où j'introduis ces mécanismes. Avec Pascal, la question justement du plébiscite, de l'élection sans candidat, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse au plus haut point depuis des années. Simplement là, sur une épreuve particulière, très limitée dans le temps, la démocratie, je vous le dis tout de suite, j'en ai rien à branler. Non seulement l'Union européenne n'a rien de démocratique et les élections telles qu'elles sont foutues n'ont rien de démocratique, mais en plus de savoir si auprès des dissidents, est-ce que je vais rentrer dans un mécanisme plus ou moins démocratique pour pouvoir me légitimer dans une candidature, je m'en bats les couilles. Clairement, je m'en fous. Je ne suis pas du tout là pour encenser un mécanisme d'usine à gaz, pour faire une sélection entre nous pour savoir qui doit y aller ou pas. Pour moi, ce qui aurait dû être le cas dès le départ, ce qui aurait été bien, c'est qu'Asselineau s'associe avec Philippot, Pierre-Yves Rougeron, etc. Ils disent on va faire une Dream Team, on va aller chercher dans la dissidence les meilleurs, ceux qui sont les plus éloquents, ceux qui sont les plus appréciés, ceux qui vont faire que les gens dans nos réseaux vont vouloir voter pour eux. C'est pas ce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont chacun très orgueilleux avec leur délire. Donc nous on va être accusés d'être des petites listes dissidentes qui foutons le bazar, qui divisons les voix. Et de fait, j'en ai rien à fiche des mécanismes démocratiques. Ce qui compte à ce stade-là, c'est l'efficacité, comme disait Christian Cotten, et je partage totalement son point de vue à ce sujet. Bon courage. Plus de questions? Ok, on passe au sujet. Si, il y a une question complémentaire, bravo. Ça va très vite, ça va très vite. Dans le porte-à-porte, c'est-à-dire qu'effectivement, toi, tu réponds sur le boitage, etc. Dans le boîte-à-porte, pour moi, une élection européenne, c'est un exercice de communication. Tu ne feras pas 0,05%, je te le prédis. Et nous non plus. On fera 1%, même pas. Mais ça serait déjà énorme. On est dans un système de com. Et le porte-à-porte, ou le boitage, parce que le boitage c'est de la merde, mais le porte-à-porte, l'évolution des consciences et la réunion de maximum de gens pour aller dans cette direction, qu'est-ce que tu en penses? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, rien ne s'oppose dans le militantisme, il faut tout faire, il faut faire feu de tout bois. Je dis simplement qu'après on peut avoir des objectifs tactiques en se disant qu'est-ce qui a le plus d'efficience à la fin. S'il s'agit d'avoir un résultat de masse, alors dans ce cas-là, ça fait des décennies que des gens font du boitage, du tractage, et qu'ils ont eu Giscard, ils ont eu Mitterrand, ils ont eu Chirac, on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a eu Macron. Est-ce que tous ces gens qui depuis des décennies font du boitage et du tractage ont réussi par la pédagogie populaire, la pédagogie de rue, à changer quoi que ce soit à la donne? Jamais. Parce que face à des médias de masse qui ont la toute-puissance pour faire du matraquage de nos cerveaux en permanence, la pédagogie de rue, le militantisme à papa, même si je ne crache pas dessus, j'en ai fait pendant des années, je considère que c'est toujours utile d'en faire, ça n'a pas la même puissance de feu. C'est pour ça que simplement, sans cracher sur les outils, les moyens militants à mettre en œuvre, je pense qu'il vaut mieux être tactique quand même et se dire c'est où qu'on concentre nos efforts les plus importants pour commencer. Bravo!